Salut à toutes et à tous, ça y est, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour cet épisode, enfin je l'attendais, vous imaginez pas à quel point les 4 derniers comics, Nouvel Ordre Mondial, Pourri jusqu'à l'os, La fin du voyage et Épilogue se passent au Commonwealth et ça y est, on rentre pleinement, totalement dans l'arc du Commonwealth parce que dans la première partie, les 8 premiers épisodes, on avait un aperçu. Mais ça y est, maintenant on rentre pleinement dans l'intrigue et cet épisode se passe exclusivement au Commonwealth. Il s'y passe beaucoup de choses, mine de rien. Il y a pas mal de choses à dire, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Je vais commencer par le synopsis, ou plutôt le résumé de l'épisode, puisque c'est du 100% spoilers. On y suit donc un mois après l'arrivée de tous nos personnages qu'on avait laissés à l'issue de l'épisode précédent, qui étaient tous à Alexandria, avec la proposition de Lance. Ils sont tous allés au Commonwealth, sauf Maggie, Lydia et d'autres qui sont restés à la colline. Et donc 30 jours après, maintenant, on commence à voir un petit peu les activités, les places qu'ils occupent au Commonwealth. On voit qu'il y a une énorme différence de classe sociale. Alors on a d'un côté Carol qui va s'inquiéter de l'état de santé d'Ézéchiel, qui va enquêter pour voir dans quelle place, dans quelle liste il est pour l'opération de son cancer, par rapport au frère de Yumiko, qui est le chirurgien, joué par toujours excellent Ian Anthony Dale, qu'on ne voit pas assez, mais qu'on verra tout au long de la saison. Donc on a cet arc narratif-là d'un côté, on a la formation pour rentrer en tant que soldat du Commonwealth de Daryl et de Rosita. Rosita qui va avoir une importance capitale pour la suite. Ça me fait vraiment très plaisir que Rosita reprenne du poids dans l'intrigue, parce que c'est une personnage badass. Quand on l'avait découvert dans la saison 4, elle était extrêmement charismatique, armée jusqu'aux dents. Rosita, c'est un personnage qui envoie, c'est pas juste un personnage qui pouponne un bébé et qui avait des intrigues amoureuses. Non, Rosita, c'est un personnage qui a de la poigne, et là, ça y est, on remet Rosita au premier plan. Donc on a cet arc narratif de notre côté, avec la découverte de Sébastien, on en reparlera. Sébastien, on découvre son caractère, son comportement, son entraînement, sa philosophie, sa façon de penser, sa façon de se comporter. On va en apprendre bien évidemment plus sur le personnage qui pour l'instant est central, Pamela Milton, la gouverneure du Commonwealth, et on va apprendre des choses sur elle, des choses que l'on n'apprend même pas dans le comics, et ça fait plaisir. Et enfin, on va avoir un soulèvement, le début du soulèvement de la population à travers le personnage de Tyler Davis, un ancien soldat, celui qu'on voyait dans les épisodes bonus qui s'était fait fracasser par Princess. Ce soldat qui est la flamme, l'étincelle plutôt, l'étincelle de la flamme qui va embraser la rébellion au Commonwealth contre l'élite. Et ça, on le voit dans la dernière partie de l'épisode. Donc c'est les grands arcs narratifs principaux que l'on a, et puis en plus ça se passe à la période d'Halloween, donc tout le monde est déguisé pour Halloween, tout le monde fait la fête, bref, une vaste blague, une mascarade, tout le monde essaie de revenir au monde d'avant, alors qu'on est dans le monde d'après, et tout ça c'est fini, tout ça c'est du grand n'importe quoi. Ils essayent de retrouver un semblant de vie d'avant avec les places qu'ils avaient avant dans la société. Mais c'est fini quand on a passé 10 ans à chasser du zombie, à subir des choses comme le gouverneur, les sauveurs, les chuchoteurs et même les Reapers, même s'ils ne présentaient pas un grand danger. On ne retrouve pas sa vie d'avant, c'est impossible. Surtout qu'il s'est établi de nouvelles règles, de nouveaux liens sociaux entre les personnages, entre les différentes communautés, que ce soit d'abord quand ils avaient découvert le royaume, et bien évidemment Alexandria, la colline et tout le reste. Donc nos personnages, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas du tout à leur aise, ils sont pas du tout dans l'endroit où ils voudraient être, et surtout, j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle, mais c'est normal, c'est dans le comics, c'est comme ça que ça se passe. Ils prennent leur marque, ils observent, à l'image de Carol. Carol, c'est vraiment le personnage qui observe le plus. On retrouve la Carol qu'on adorait, qui avait été tellement exaspérante dans la saison 10, avec ses caprices de vouloir se venger. Là, on retrouve la vraie Carol, celle qui a de l'intuition. Bref, tellement de choses à dire. Et donc, on va commencer par la scène d'introduction, l'attraction zombie. Ça, c'est clairement inspiré des derniers tomes, notamment du dernier tome de comics Épilogue, le tome 33.
Alors sachez que je vais beaucoup spoiler à partir d'aujourd'hui et pour toutes les prochaines reviews, tous les lundis, je vais énormément spoiler les comics. Parce que là, ça y est, on rentre pleinement dans les comics. Il y a certaines scènes qui sont quasiment calquées, d'autres qui n'existent pas dans les comics, d'autres qui sont dans les comics et qui n'existent pas ici. Je vais devoir forcément spoiler les comics que je connais par cœur et que j'ai relus pour le coup. Donc, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il arrive à la fin de The Walking Dead dans les comics, ben malheureusement, cette review n'est pas pour vous. Mais sachez que de toute façon, il y a tellement de grandes différences que vous serez pas vraiment spoilé sur le sort de certains personnages parce qu'il y a des personnages qui sont importants dans le comics qui n'existent pas ou qui ne sont plus du tout présents, voire qui ne sont plus vivants dans la série et inversement. Donc on va commencer par cette scène d'introduction, l'attraction zombie avec Daryl qui amène RJ et Judith se promener dans ce manège. C'est clairement inspiré de l'attraction qu'avait développé Herschel, le fils de Maggie, où il capturait des zombies et ça servait un petit peu de jeu du cirque. Quand plusieurs années après s'être installé au Commonwealth et pleinement établi, plusieurs années après, donc dans les tout derniers, vraiment dans les toutes dernières pages du comics, dans les toutes dernières pages de l'histoire, Herschel développait une attraction avec des zombies, mais Carl, qui était bel et bien vivant, qui est le personnage le plus important des derniers tomes de comics, tuer ces zombies-là et avertissait Maggie de ne pas laisser faire son fils, de ne pas le laisser être un pourri gâté comme l'a été Sébastien, le fils de Pamela Milton, et par respect pour les morts et surtout pour le danger que peuvent toujours représenter les rôdeurs, même s'il n'y en a presque plus à la fin du comics, de ne pas développer à nouveau ce genre de cirque, ce genre de manège, ce genre d'attraction. Donc on voit que là, ces habitants n'ont absolument aucune idée du danger qui se trouve dehors. Ils n'ont pas été confrontés, tous ces bourgeois, tous ces bobos, ils n'ont pas été du tout confrontés au danger et ils pensent que les zombies sont une attraction, ils se sentent en sécurité à l'intérieur des murs. Et c'est très indécent pour tous ceux qui, à l'extérieur, luttent constamment et tous ceux qui se sont fait tuer. Donc déjà, on commence à voir une certaine fidélité avec l'arc narratif. C'était déjà le cas dans les 8 premiers épisodes. Mais là, il y a des choses qui sont carrément, vraiment empruntées. Ensuite, l'inégalité riche-pauvre. À travers, notamment, à un moment donné, on a Magna qui donc était serveuse dans l'ancien monde, qui maintenant se retrouve à nouveau serveuse, puisque le credo, en tout cas la philosophie de Pamela Milton, c'est que les gens reprennent au Commonwealth la classe sociale qu'ils avaient avant l'effondrement, avant l'apocalypse zombie. Elle se retrouve serveuse et elle discute avec une autre serveuse à propos de mangue, de fruits, la mangue, et de bons vins qui sont servis aux invités à un bal masqué avec tout le gratin du Commonwealth. Et cette serveuse lui dit mes enfants, eux, ne goûteront jamais de telles choses. Donc là, on voit clairement l'inégalité de classe sociale. On voit aussi à travers justement l'entrée de ce bal masqué où certains sont refoulés parce qu'ils ne sont pas sur les listes, parce qu'ils ne sont pas des personnages importants, parce qu'ils n'ont pas le dress code. Tout ce genre de choses qui se fait aujourd'hui et qui, pendant les 10 ans d'apocalypse zombie, s'était totalement perdu et c'était une bonne chose. Preuve que l'apocalypse zombie n'a pas apporté que du mauvais, elle a effacé les classes sociales. Et d'ailleurs, cet effacement des classes sociales, cette revanche du petit peuple sur le pouvoir était préfigurée dans les premiers épisodes de cette saison 11, dans les couloirs du métro où il y avait Negan, Daryl, Maggie, et à un moment donné, Daryl se baladait, il voyait quelqu'un qui avait une mallette avec plein de billets accrochés avec une menotte au poignet, et il voyait des dessins sur un mur où on voyait un soulèvement qui se faisait, un soulèvement au Capitole ou à la Maison Blanche, je crois que c'était au Capitole. Preuve que ça préfigurait le soulèvement qu'il va y avoir au Commonwealth, la lutte des classes. C'est extrêmement important et ça se voit aussi dans d'autres petites réflexions comme Rosita qui a hâte d'habiter un autre appartement parce que celui où elle est, il n'y a pas d'isolation, mais elle dit on a besoin d'argent. Elle dit j'avais oublié à quel point on était dépendant de l'argent avant, maintenant on a besoin d'argent pour pouvoir habiter dans une maison mieux. Donc voilà, retrouver la valeur de l'argent alors que tout ça était parti totalement en fumée et c'était une bonne chose.
Et là, malheureusement, on retombe dans les anciens travers de la civilisation pré-apocalyptique. Donc, excellente réflexion sur le fait que, en fait, est-ce que l'apocalypse zombie, et c'est ce que je pense, est-ce qu'elle n'aurait pas apporté une certaine liberté, elle n'aurait pas apporté une priorisation, une priorité des valeurs dans la vie, certes, s'accompagnant de douleur, avoir lutté, avoir été confronté à des horreurs, à du massacre, mais une égalité entre les personnes, en tout cas bien plus qu'avant. Et là, cette égalité, ils ne la retrouvent plus, à l'image de leurs armes qui leur ont été confisquées et qui sont toutes en possession de Sébastien, qui n'a absolument aucune idée de la valeur de ses armes, que ce soit l'arbalète de Daryl, le sabre de Judith, ou toutes les autres armes, les couteaux, les masses d'armes, les battes. Il n'a absolument aucune idée de tout ce que ces armes, ce à quoi elles ont servi, quelles sont leurs valeurs humaines, leurs valeurs sentimentales, leurs valeurs affectives, la valeur de l'importance de ces armes-là. Pour lui, c'est juste des outils. Il n'a absolument aucune idée. Donc j'en viens à Sébastien, l'entraînement de Sébastien. Sébastien, c'est un personnage que je déteste dans les comics, et je pense que tous ceux qui ont lu les comics le détestent, pour une seule et bonne raison, et là c'est attention, c'est du gros spoil, bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas le savoir. Sébastien tue Rick Grimes dans les comics. C'est pour moi une erreur de Robert Kirkman. Faut savoir que je préfère la série que les comics. J'aime beaucoup les comics, mais les premiers, on va dire jusqu'au tome 20, à partir des chuchoteurs, j'aime un peu moins. C'est le Nouvel Ordre Mondial, le dernier tome avec le Commonwealth, il y a des choses excellentes, il y a des choses qui sont pour moi très mauvaises. Et la mort de Rick Grimes est clairement le plus gros point faible des comics. Se faire tuer par Sébastien, alors je vous dis pas toutes les raisons, parce que le but c'est pas de développer ici dans cette vidéo. Il se fait tuer il tue Rick Grimes, donc sachez que dans la série, tout ne sera pas forcément pareil. Et ici, on voit le Sébastien détestable. Il ressemble beaucoup au Sébastien des comics. Il a la même personnalité d'enfant pourri gâté qui mérite des gifles jusqu'à ce qu'il bouge plus, jusqu'à ce qu'il parle plus. Donc, l'entraînement de Sébastien par Daryl et Mercer, donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et encore une fois, le fait qu'on ait énormément de personnages qui interagissent avec des personnages du Commonwealth, des personnages qui sont dans la série mais qui n'existent pas ou qui n'existent plus dans les comics, je trouve que c'est une très bonne chose, ça apporte une dimension inédite. Il faut savoir que Daryl, vous le savez, n'a jamais existé dans les comics. Rosita, elle, est morte depuis bien longtemps et s'était faite décapiter durant l'arc narratif des chuchoteurs. Elle avait une tête sur une pique. Donc déjà, rien que ces deux personnages-là, qui ont un rôle central dans cet arc, dans cet épisode, vous voyez, ils interagissent avec des personnages du Commonwealth qui sont dans les comics, mais eux-mêmes, Daryl et Rosita, ne sont plus dans les comics. Donc ça apporte une dimension totalement inédite et des relations inédites, une interaction inédite. Mercer, le charisme absolu de Mercer, qui est définitivement déjà l'acteur. Ils ont fait un choix parfait, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris le Mercer du comics et qu'ils l'ont transformé en acteur. On est passé de la case de bande dessinée au live action direct en fait. C'est le même, c'est strictement le même. Au poil de barbe près, c'est le même. Le charisme absolu de Mercer dans les comics et dans la série, l'acteur a été vraiment bien casté. Donc avant ça, avant l'entraînement de Sébastien par Daryl, il y a l'entraînement en duo où ils doivent faire des équipes pour pouvoir intégrer l'armée de soldats du Commonwealth. Et à ce niveau-là, Rosita avec son partenaire s'en sortent beaucoup mieux que Daryl et son partenaire, parce que Daryl, il est encore ce loup solitaire, comme le dit Angela Kang dans le mini making-of. C'est encore le loup solitaire, il a l'habitude de s'en sortir tout seul. Et il essaye vraiment de faire des efforts. D'ailleurs, c'est très étrange de voir Daryl autant se sociabiliser. On se souvient à son arrivée à Alexandria, il n'était pas du tout comme ça, hein. C'était encore le mec qui voulait pas se laver, qui voulait aller chasser de l'écureuil, alors que les autres s'intégraient plutôt. Là, c'est lui qui montre l'exemple, c'est lui qui dit voilà, il faut qu'on s'adapte et tout. Donc il y a vraiment eu une énorme évolution de psychologie, de personnalité sur Daryl, même s'il reste toujours le même, toujours aussi badass, toujours aussi méfiant, toujours excellent Daryl. Vraiment, c'est pour moi, c'est le leader, hein. De toute façon, c'est le leader de la série, puisqu'il n'y a plus Rick.
Donc en duo, ils forment des duos et finalement ils intègrent l'armée du Commonwealth et puis on arrive à cette soirée bal masqué avec Pamela Milton et le gratin du Commonwealth. Alors là c'est l'occasion, avant d'en arriver au début de soulèvement populaire, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur Pamela Milton. Et là, on apprend quelque chose qu'on n'apprenait pas dans les comics, c'est qu'elle est, ou alors je m'en souviens plus, si c'est le cas, corrigez-moi dans les commentaires, mais je les ai lus à peine il y a quelques semaines de nouveau, et je ne me souviens pas que c'était mentionné. On apprend qu'elle est la fille de l'ancien président des États-Unis, le dernier président avant l'apocalypse zombie. Je me souvenais vraiment pas, mais je pense pas que ce soit dans les comics. On apprend donc qu'elle était la fille de l'ancien président et que son oncle était un membre du Congrès. Et on apprend aussi que Connie était une journaliste et une journaliste d'investigation qui avait à la fois interviewé le président, qui avait interviewé Pamela Milton avant. D'ailleurs, intéressant de voir Carole dire quand je lisais des potins, des tabloïds bien avant l'apocalypse, je connaissais cette femme, j'avais déjà vu sa photo, j'avais déjà lu des interviews d'elle. Donc c'était une femme qui existait bien avant et qui avait déjà un rôle très connu dans la société et on va dire, au niveau politique américain. Et Connie, dans son investigation, dans son journalisme d'investigation, avait fait tomber l'oncle de Pamela Milton du Congrès parce que ça devait être un corrompu. Preuve que, voilà, on améliore beaucoup le background de Pamela Milton. Alors Pamela Milton, venons-en à elle. J'ai un problème avec l'actrice. Je trouve que l'actrice est mal castée. Non pas que l'actrice soit mauvaise, elle est excellente, c'est pas le problème. Je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout à la Pamela des comics. La Pamela des comics est beaucoup plus jeune et elle fait plus, on va dire, elle paraît être de meilleure volonté, elle fait moins machiavélique, elle fait moins manipulatrice. On a vraiment l'impression qu'elle veut bien faire, mais qu'elle elle est embourbée dans un certain mode de vie, dans certaines traditions politiques, mais on a vraiment l'impression qu'elle veut bien faire. Alors après, il faut dire aussi que la Pamela des comics a affaire à Rick directement. Elle négocie avec Rick dès les débuts, et quasiment jusqu'à la fin. Et pas avec qui que ce soit d'autre. Et le fait que Rick soit absent de la série, parce qu'en ce moment il est au CRM, ben forcément ça change énormément de choses. Mais là, cette Pamela m'a l'air beaucoup plus manipulatrice, corrompue, méprisante, condescendante. Ouais, c'est une vraie politicienne dans le pire sens du terme. Donc j'ai du mal à la fois avec l'écriture du personnage, je trouve que ça correspond pas exactement à celui des comics, mais surtout j'ai du mal avec le choix de l'actrice parce qu'ils ont pris une actrice qui est plutôt âgée, alors elle est pas très vieille non plus, attention, mais ça correspond pas physiquement. Pamela Milton dans les comics m'a l'air beaucoup plus jeune, j'ai encore lu, je vous dis, les comics il y a quelques semaines, et c'est pas la même, c'est pas la même. Mercer c'est le même, Lance c'est le même, Sebastian c'est le même, mais pas Pamela. Bon, après, vous allez me dire, c'est normal, il y a des différences pour la série, et c'est tout à fait normal. Donc, on en arrive à... Je vais parler, avant de parler vraiment de ce bal masqué et de ce qui s'y passe, je voulais revenir sur Carole, Ezekiel et Lance. Alors, Carole s'étant inquiétée de la santé de Ezekiel qui doit subir une opération mais qui n'est pas dans la liste prioritaire parce qu'elle est allée voir le frère de Yumiko qui est le chirurgien chargé de l'opération, qui lui a dit à moins de miracle sinon il ne sera pas opéré et il va mourir. Carole a décidé d'aller voir Lance et de faire monter Ezekiel dans la liste des prioritaires pour l'opération. Mais pour cela, il a besoin que Carole fasse des choses pour lui. Et la première des choses, c'est que Carole, elle voit comment Lance est traité par Pamela, c'est-à-dire quand même un peu avec mépris, et que Lance veut faire de la lèche. Donc elle va l'aider. Elle va l'aider notamment dans l'organisation du bal masqué, qui a l'air d'être très importante comme organisation, notamment en choisissant un bon cru en matière de vin, dans la cave à vin, pour pouvoir bien se faire voir de Pamela. Donc c'est déjà une première étape. Et ensuite, elle va lui dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour faire monter, pour avoir du piston, pour que Ezekiel soit opéré. Donc, très important, et puis ça fait plaisir parce qu'ils se remettent ensemble. Alors pour l'instant, on ne sait pas. On sait de toute façon qu'il y aura le spin-off d'Daryl et Carol, donc quoi qu'il arrive,
Daryl et Carol vont partir ensemble vers d'autres aventures. Donc pour l'instant, Ezekiel et Carol se remettent ensemble comme au bon vieux temps, durant toutes les années qu'ils ont eu, des années paisibles où ils éduquaient Henry, et ils décident donc de faire la paix parce qu'ils étaient en froid et de se remettre ensemble comme au bon vieux temps. Nouvelle chance, un nouveau départ. Ça fait plaisir parce que les deux méritent quand même un petit peu de moments de trêve, des moments paisibles ensemble. Mais voilà, attention, Carol, c'est quand même l'observatrice, l'espionne, elle est exceptionnelle. Je retrouve la Carol que j'aime. Mercer et Princess, le couple le plus attachant des derniers tomes de The Walking Dead, parce que Princess est clairement amoureuse de Mercer, et Mercer n'est absolument pas insensible à Princess. Faut dire que Paola Lazzaro, quand elle n'a pas son aspect sauvage de fille qui parcourt la ville en étant un petit peu barbouillée, il faut dire que quand on revient à une Paola Lazzaro plutôt bien coiffée, un peu maquillée, elle est sublime. Paola Lazzaro est magnifique. C'est une très très belle actrice. Elle a ce charme latino qui ne laisse pas insensible Mercer. Donc Princess et Mercer, Princess qui entre dans la soirée bal masqué au bras de Mercer. Mercer à qui on refuse rien parce que c'est l'homme le plus populaire du Commonwealth et tous les habitants, voilà, ils crient Mercer, Mercer. Et ça fait plaisir. Donc c'est respecté par rapport aux comics. Et puis comme je vous disais, il y a cette lutte des classes qui commence avec cette étincelle de rébellion. Le soldat qu'on avait dans l'épisode bonus qui se faisait défoncer la bouche et le nez par Princess dans l'épisode du wagon, qui était un épisode assez horrible, il faut dire, tellement inintéressant. Ben voilà, c'était quand même important parce que à cause de ça, il a été rétrogradé, ce soldat, parce qu'il a échoué, parce qu'il a laissé Princess le tabasser. Il a échoué, il s'est fait rétrograder, il a plus d'argent, il peut plus aider sa sœur et les enfants de sa sœur, et il est considéré en fait comme un moins que rien. Et ça lui donne l'envie de se rebeller, et il vient à cette soirée-là, et il prend en otage la bras droit Stéphanie, la bras droit de Pamela, et il la menace avec un couteau sous la gorge, et ensuite il s'enfuit, il est rattrapé par Daryl, il est fait prisonnier, Daryl d'ailleurs en disant pour sauver la face de Sébastien que c'est Sébastien qui a arrêté Tyler, mais en fait Sébastien c'est une sous-merde, donc voilà. Personne n'est dupe, ni Pamela, ni Mercer, tout le monde sait que c'est Daryl qui l'a arrêté et qui l'a empêché d'ailleurs de se suicider. Daryl qui commence vraiment à voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, Rosita aussi, et Rosita qui, maintenant qu'elle fait partie du soldat, de l'organisation, de l'armée, elle va être en charge de perquisitionner, d'enquêter, parce que Tyler a dit, nous sommes des milliers à vouloir nous rebeller, et ça inquiète Pamela Milton. Et Rosita, après avoir d'ailleurs interrogé Magna qui clairement, elle, on sent qu'elle va se mettre du côté de la résistance. Est-ce qu'elle va récupérer l'arc narratif d'autres personnages comme Dwight? J'en dirai pas plus dans cette vidéo. Pour ceux qui ont lu les comics, vous savez de quoi je veux parler. Rosita qui va être confrontée à un choix moral. Est-ce qu'elle va traquer et elle va faire arrêter des gens qui tout simplement veulent une égalité, alors que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, c'est ce qu'il faut en fait, puisque Rosita l'a remarqué, et elle a remarqué cette injustice. Est-ce que Rosita va contribuer à persévérer et à, on va dire, à suivre cette lutte, cette différence de classe? Est-ce qu'elle va devenir un bras droit des opprimeurs, ou est-ce qu'elle va prendre la défense des oppressés, des oppresseurs ou des oppressés, des opprimeurs ou des opprimés? Bref, elle a un choix moral, un choix de conscience. On le voit dans les dernières secondes de l'épisode, quand elle découvre l'endroit où est en train de la propagande anti-Commonwealth est en train de s'organiser. Elle découvre les affiches des militants et des gens, de ceux qui veulent se révolter.
Elle va être confrontée à un choix moral et nos autres personnages aussi, notamment Magna, Yumiko et tous les autres. Donc j'ai hâte de voir ces prochains épisodes. Vraiment, hein, je suis très enthousiaste. J'espère qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que dans le comics de tuer des personnages importants qui peuvent avoir une importance pour la fin. Euh, on verra. De toute façon, une chose est sûre, on ne peut pas faire mourir Rick au Commonwealth puisqu'il a une trilogie de films et que de toute façon il est au CRM en ce moment. Ça c'est certain. Est-ce que est-ce qu'on attribuera le rôle de Rick à quelqu'un d'autre? Probablement pas à Daryl puisque lui aussi va survivre. Il a un spin-off avec Carol. Quel rôle des comics seront attribués aux personnages qu'il y a dans la série? Je l'ignore, mais je suis hypé pour la suite. Voilà, c'était mon analyse complète de l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que j'ai oubliées, je ne peux pas me rappeler tout de tête. Et le but, c'est pas non plus de vous faire une vidéo de 1 heure. Mais tout ça pour vous dire que on est sur des épisodes de très haut niveau de qualité et ça fait plaisir. J'ai vraiment presque rien à reprocher à cet épisode et ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, épisode 11. En attendant, bonne semaine, beaucoup de vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.